Bonjour, avec une nouvelle brève de Bouchra Mouftized by Coach. Et dans cette brève, elle sera un peu longue parce qu'on va détailler un thème très important que j'avais abordé le lendemain du Covid dans le cadre de l'émission Moudahlik. C'était sur le bonheur dans le travail. Aujourd'hui, je vais parler et du bonheur dans le travail et du bonheur en général. Dans quel sens? Dans le sens, je vais commencer par une question qui m'a été posée lors du dernier séminaire sur le leadership et le stress. Et il y avait une participante qui, d'après elle, lorsqu'on stresse, on ne peut pas être heureux ou heureuse. Elle avait lié ça au fait qu'elle travaille dans un cadre où il y a un management toxique. Son manager est très toxique et il la met tellement sous pression qu'elle devient hyper stressée et ça affecte la rentabilité de son travail. Ça l'affecte dans le sens négatif, pas positif, parce que parfois on parle d'un stress positif, même si moi je ne suis pas très chaude. C'est-à-dire lorsqu'il y a un niveau de stress élevé, parfois le résultat, on travaille bien, on travaille sous pression, le manager nous met sous pression, on travaille très bien, les résultats sont positifs et du coup on devient heureux ou heureuse. Pour elle, elle est vraiment actuellement devenue, son niveau de stress est devenu incontrôlable et ça affecte son bonheur aussi bien chez elle que dans l'entreprise et que dans sa relation avec son manager, avec son équipe. C'est une directrice de relations clientèle et elle a, lorsqu'elle est stressée par son manager, vraiment ça se répercute sur son équipe et du coup il y a un malaise. Donc la question, pour revenir à ce qu'elle a posé comme question, pour elle, lorsqu'on a un niveau de stress élevé, on ne peut pas être heureux. Je vais vous répondre que tout est lié. Donc la notion du stress, elle est liée à la notion du bonheur dans le travail. Elle est aussi liée à la notion du bonheur au sein de la famille, mais elle est variable. Je peux être face à un manager qui me stresse beaucoup, il me met sous pression et il réussit par la suite à augmenter ma performance, ma rentabilité et par la suite, une fois le résultat il est très positif ou il est positif, je deviens heureuse. Et du coup, mon bonheur, il est impressionnant ou vraiment mon bonheur, il est, je peux dire, apparent. Et il y a des situations, et elles sont nombreuses dans l'entreprise, où ce stress, au contraire, il rend malade. Il peut même amener des gens carrément à aller voir un psychologue ou un psychiatre. Et là, j'ai vécu l'expérience dans le cadre de la revue El Ahsan de l'Office d'exploitation des ports, actuellement Agence nationale des ports et Marsa Maroc. Je me rappelle, c'est un cas qui m'avait beaucoup affectée. Avait marqué dans quel sens? Dans le sens où j'avais interviewé le jeune lorsqu'il était nouvellement recruté, plein d'énergie, plein d'ambition, plein de bonheur. Il était vraiment très chaud pour le poste qu'il avait occupé. Il était rigoureux dans son travail, il était apprécié de son supérieur. Après une année et demie, il a été muté. Il a été muté à un poste stressant. Il a été muté au département ou à la direction approvisionnement et stock, je me rappelle, on l'appelait la DAS. Et j'ai été le voir dans sa nouvelle fonction pour l'interviewer sur l'optimisation de la gestion du stock au niveau du port de Casablanca. Et malheureusement, j'étais vraiment désagréablement surprise d'être face à un jeune complètement démotivé,
à un jeune qui a perdu de sa rigueur dans le travail, à un jeune qui n'arrêtait pas de critiquer son supérieur et de critiquer tout le département, toute la direction, parce que au niveau de l'organigramme de l'Office d'exploitation des ports à l'époque, pourquoi je dis à l'époque? Parce qu'avec la réforme portuaire, il y a eu l'éclatement de l'Office d'exploitation des ports. Et juste pour vous mettre dans le bain du portuaire au niveau marocain, c'est que actuellement il y a 3 concessionnaires sur le marché qui partagent la concession portuaire et qui sont Marsa Maroc, Somaport, c'est l'ex-Comanaf, compagnie maritime, qui est devenu un des concessionnaires du pays. Et il y a, au niveau du nord du pays, il y a Tangemed, qui est actuellement, qui cartonne en tant que concessionnaire portuaire. En parallèle à tout ça, il y a l'agence qui régularise ou qui régule, on parle d'ailleurs de la régulation portuaire. C'est l'Agence nationale portuaire ou des ports qu'on appelle l'ANP. Elle régule les tarifications portuaires. Donc, cet office, bon, à l'époque, moi je faisais 4 revues portuaires. On avait lancé la première revue de la démarche qualité au niveau du port de Casablanca et je les avais accompagnés pendant à peu près 15 ans. C'est une revue pendant 15 ans et avec la réforme, on avait maintenu cette revue. Et c'est une revue qui était dédiée à la démarche qualité. Et par la suite, on était passé au management intégré et elle est devenue dédiée à la démarche qualité, sécurité et environnement. Et c'était la première revue d'entreprise qualité au Maroc et la première revue qualité au Maroc. Bon, au début, c'était un petit bulletin de 4 pages, mais avec un format plus grand. Et par la suite, on avait augmenté le nombre de pages. En même temps, je faisais la revue du port pétrolier, le port de Mohammedia. Je faisais une revue qui était destinée aux partenaires portuaires et c'était la revue de la clientèle, c'était Infoflash. Elle a vécu jusqu'à la réforme portuaire et en même temps je faisais et je fais toujours le bulletin du club du port, l'OCC, qui est en instance à cause de Covid. Donc juste pour vous mettre un petit peu dans le bain. Dans le cadre pratiquement de ces journaux que je faisais, c'est-à-dire en tant que journaliste indépendante, en même temps consultante accompagnatrice, j'ai vu pas mal de situations variables de bonheur dans l'entreprise. Donc, pour revenir au cas de ce jeune, une fois il a été affecté à la DAS, en charge de l'approvisionnement et des stocks, il était sous pression et sous pression énorme. Et c'est une pression qui l'a complètement déstabilisé. Et il m'a informé qu'il a commencé à voir carrément un psychiatre et qu'il était sous antidépresseur. Regardez comme quoi la relation entre le stress et le bonheur est très liée. Du coup, il est devenu forcément malheureux parce que tout simplement, il était malade. Et une maladie lourde qui n'est pas simple. C'est que le bonheur, il est variable. Le bonheur, il varie en fonction même de la personne. J'aurais pu trouver une autre personne, et d'ailleurs j'avais interviewé d'autres personnes dans ce département. Il y avait des personnes
qui étaient stressées mais heureuses en même temps. Pourquoi? Parce qu'elles arrivaient à faire ou à créer des limites entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Je n'arrête pas de le dire. Je n'arrête pas de le dire. Lorsqu'on est dans l'entreprise et qu'on a des problèmes, une fois on sort de l'entreprise, il faut oublier ces problèmes-là. Et c'est là où, d'ailleurs dans le cadre du séminaire sur le leadership et le stress, j'insiste sur cette frontière, cette limite entre la vie privée, personnelle, et la vie professionnelle. Il faut absolument qu'il y ait une séparation. Sinon, la personne, elle risque de tomber dans la dépression, dans la déprime. Et c'est ce qui s'est passé pour ce jeune. J'ai été trop marquée par ce jeune. Si je me rappelle, je l'avais interviewé il y a 10 ans de ça à peu près. Mais son image, elle est restée gravée dans mon esprit. Donc, pour revenir au bonheur, est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'il y a une définition au bonheur? Moi, je dis que le bonheur, il est variable. Et là, je vais vous donner quelques règles. Je suis en train de lire un livre sur le bonheur. Je vais vous donner le titre de ce livre, « Regard sur le bonheur ». Et c'est un livre qui m'a beaucoup impressionné. Dans quel sens? Dans le sens où il a donné beaucoup de définition, il a essayé de définir, il a essayé de donner des règles, je peux dire, au bonheur, et on tire la conclusion comme quoi le bonheur, il est variable en fonction des personnes. Moi, je peux être heureuse dans mon travail par le seul fait que mon manager, lorsqu'il vient le matin, il vient et il me dit bonjour. Et d'ailleurs, j'ai vécu l'expérience avec plusieurs participants et participantes à des séminaires que j'avais animés et qui soulevaient cette problématique de la gratitude qui est liée forcément au bonheur dans l'entreprise. Au point, je me rappelle qu'une fois, j'ai eu une dame qui était secrétaire particulière en Afrique. On s'intéresse, c'est-à-dire on insiste beaucoup sur les titres. Secrétaire particulière d'un directeur d'une grande société ou entreprise publique qui avait fait une dépression parce que son nouveau manager, lorsqu'il rentrait dans le bureau, ne lui disait pas bonjour. Lorsqu'il partait, il ne l'informait pas, alors qu'elle avait à peu près une trentaine d'années d'expérience avec son ex-directeur. Ça communiquait très très bien. Et d'ailleurs, dans le cadre de la formation en communication interne, on insiste énormément sur ces petits gestes qui ont un impact très positif et énorme sur la motivation de la personne au sein de l'entreprise, sur sa performance au sein de l'entreprise et sur son bonheur, bien sûr, dans l'entreprise. Donc, pour revenir au livre, le regard sur le bonheur, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai dit qu'il a avancé plusieurs idées, pas définitions, mais des cas concrets. La première idée, c'est que, qu'est-ce qu'il dit? L'idée du bonheur pour l'un n'est pas forcément l'idée du bonheur pour l'autre. D'ailleurs, je l'avais dit. Je vous assure que je ne me rappelle même pas du tout de cette première règle, de cette première idée. Mais bon, pardon, je ne peux pas. Mon bonheur, c'est de prendre mon thé. Je ne peux pas travailler sans boire mon thé. Et le thé vert marocain, je le fais sans menthe. Donc, l'idée du bonheur pour l'un n'est pas forcément l'idée du bonheur pour l'autre. Je peux vous dire que il y a des personnes qui vous disent, moi, mon bonheur au sein de l'entreprise, c'est
lorsque je vois que toute l'équipe, lorsqu'elle réalise un objectif, elle est souriante. Lorsqu'elle réalise un objectif, mon bonheur, c'est de la voir sourire. C'est un petit truc, de rien du tout. Mais dans l'impact est vraiment très important. N'oubliez pas, c'est que le bonheur, lorsqu'on parle du bonheur, on est dans les émotions, dans l'émotionnel. Donc, c'est une idée qui est variable. Je vais trouver une autre personne qui va me dire, mais écoutez, moi, le bonheur pour moi, c'est lorsque mon équipe fasse des réalisations au sein de l'entreprise et que j'arrive à convaincre le directeur de la primer. Là, on passe carrément à la motivation. Je vais récompenser. La récompense est purement matérielle. On n'est pas dans la récompense, ce que je dis en arabe, ma'nawiya, morale. On est dans la récompense matérielle. Avec Covid actuellement, on a remarqué qu'il y a augmentation de cette demande de récompense matérielle. Pourquoi? Parce que les prix, ils ont flambé plutôt dans différents domaines et les salaires ne suivent pas. Et ce qui revient dans le coaching, dans le cadre de certains coachings, c'est que les gens, ils sont malheureux parce qu'ils étaient, ou là, ils sont obligés de laisser tomber certaines de leurs dépenses, surtout lorsqu'il s'agit de dépenses pour les enfants, surtout lorsqu'il s'agit d'activités parallèles qu'ils ont dû arrêter à cause de Covid. Donc, pour revenir et répéter, retenez une chose très importante. L'idée du bonheur pour l'un n'est pas forcément l'idée du bonheur pour l'autre. Ça, c'est la première idée de ce regard sur le bonheur. Retenez-le. La deuxième idée, le bonheur, c'est de temps en temps avoir un regard sur le monde. C'est relativiser les choses. Est-ce qu'on a un regard sur le monde? Est-ce qu'on voit ce qui se passe autour de nous? Est-ce que lorsqu'on est dans l'entreprise, on est au courant de ce qui se passe au sein des autres départements ou des autres structures? Et là, j'ouvre une bonne parenthèse sur la problématique de la communication au sein de l'entreprise. C'est la problématique de la circulation de l'information. Si je m'enferme dans mon bureau et que je fasse mon travail correctement et que j'arrive à réaliser mes objectifs, mais sans pour autant être au courant de ce qui se passe dans l'entreprise, bonjour les dégâts. J'insiste énormément, moi, à fond sur le développement de la communication interne au sein de l'entreprise. Avoir un regard sur le monde, c'est lorsqu'on relativise les choses. Ce qui est, par exemple, pas normal pour moi, peut-être il est normal pour l'autre. Là, on peut rentrer dans l'interculturel et le culturel aussi au sein de l'entreprise. Peut-être c'est normal pour mon manager qu'il réprimande un collègue devant tout le monde. Pour moi, ce n'est pas normal. Regardez comment on relativise les choses. Lorsqu'il le réprimande, si c'est une personne qui est très fragile, et même si elle n'est pas fragile avec le temps, s'il a l'habitude de répéter ça, de le faire plusieurs fois, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que forcément vers la fin, il ne va pas être à l'aise, il va être malheureux. Et c'est pourquoi on insiste. Moi, je me rappelle très bien, je me rappelle d'une scène que j'ai vécue, toujours dans le cadre d'une réunion pour le lancement d'un appel d'offres. Et dans le cadre de cette réunion, le directeur, c'est un directeur sans juger des gens, hein, je ne les juge pas, mais il est réputé pour être une personne très compétente, très performante, mais avec des problèmes au niveau relationnel, réputé pour être une personne qui est très directe et qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense, son monsieur, ses mots.
Et j'avais vécu une situation qui m'a, jusqu'à présent, lorsque je me rappelle de cette situation, vraiment, elle m'a, en quelque sorte, elle m'a déstabilisée. Dans quel sens? Dans le sens où j'aurais aimé ne pas être présente, ne pas assister à la scène. La scène, c'était quoi? La scène, c'est qu'il y avait un jeune recrue. Je pense qu'il avait à peine une année dans l'entreprise, une année et demie, très sympathique, très dynamique, plein d'ambition. Il faisait des gaffes, comme tout le monde, au niveau managérial, et il est venu. Bon, le directeur du département avait une assistante, l'assistante n'était pas là, et il était rentré alors qu'on était en réunion. On avait besoin de lui, ça c'est clair. Mais il était rentré pour demander un avis sans autorisation. La scène, lorsque je me rappelle de cette scène, vraiment, je le répète, je peux dire que j'étais gênée, j'étais plus que gênée, j'ai senti, j'étais dans un excès peut-être d'empathie avec ce jeune et qui était nommé chef de service. Une petite précision pour vous mettre dans le bain. Le directeur, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es venu? Je t'avais dit de ne plus remettre les pieds dans mon bureau. Et c'était devant moi. Moi, je vous dis, ce client, c'est un client avec qui je traitais pendant des années. Et je traite toujours avec ce client-là. Ils ont l'habitude de me voir. Je les côtoie souvent, au point que certaines personnes croyaient que j'étais de l'entreprise. Mais en même temps, ça ne, en aucun cas, ça ne permet à ce directeur de parler de cette façon à un responsable devant moi. Et c'est là où je vous dis, le bonheur, c'est de temps en temps avoir un regard sur le monde, c'est relativiser les choses. Est-ce que le directeur, ce directeur arrive à relativiser? C'est pourquoi je vous dis, j'aime pas juger les gens. Il est parti en retraite. Quelqu'un avec qui j'avais un excellent relationnel, mais à cause de cette scène, d'ailleurs, juste après, je préférais ne pas trop tenir de réunion avec lui pour ne pas assister à certaines scènes où il était trop direct, je le répète, avec ses collaborateurs. Donc, il faut relativiser ce qui est bien pour moi, peut-être il est mauvais pour l'autre. Ce qui est normal pour moi, peut-être il est anormal pour l'autre. Ce qui est positif pour moi, peut-être il est négatif pour l'autre. Ce qui est courant, monnaie courante pour moi, peut-être il n'est pas monnaie courante pour l'autre. Et là, c'est des choses dont on a besoin à fond lorsqu'on est en traite avec l'international. Avec l'international, on doit absolument relativiser. Obligatoirement, on doit avoir un regard sur le monde. Moi, je vois ici, dans le cadre de la dernière foire sur Food Agriculture, j'avais rencontré beaucoup de Marocaines, surtout des filles, hein, de Marocaines, Syriennes. Il y avait peut-être, non, il n'y avait que des Marocaines syriennes qui faisaient de la traduction turc, anglais, turc, français, turc, arabe. Et j'ai remarqué d'ailleurs, c'était, moi j'avais besoin d'un type d'information, j'avais demandé les coordonnées d'une des traductrices syriennes, elle m'avait dit je vais vous le donner mais il ne faut pas le montrer aux autres, c'est-à-dire à l'entrepreneur turc. Dans quel sens? Dans le sens où il va croire qu'on va le coupe-circuiter, etc. Alors que
La fille, c'est-à-dire, c'est tout à fait normal. Moi, je viens prospecter. C'est tout à fait normal que je demande la carte visite de la personne qui est en train de faire la traduction. Et je la sentais mal à l'aise, très mal à l'aise. Là, on voit l'interculturel. Est-ce que dans une négociation internationale, est-ce que, par exemple, ces Turcs, est-ce qu'ils sont heureux lorsque on passe par un traducteur, ok, pour pouvoir faire une négociation, où là, ils sont malheureux? Est-ce que cette traductrice qui fait la traduction, cette Syrienne dont j'ai parlé, est-ce qu'elle était heureuse dans cette fonction? Est-ce que, d'ailleurs, il y a eu une autre Syrienne, dès qu'elle m'avait vue, elle m'avait dit, Madame, s'il vous plaît, donnez-moi vos contacts, je souhaiterais vous contacter après, si vous avez besoin de quoi que ce soit, etc., etc. Bon, surtout en matière de traduction. L'interculturel, et là, regardez, au niveau culturel, on remarque un petit peu qu'il y a un problème de transparence. Il y a un problème de transparence de fond. Donc, il faut relativiser et il faut avoir une vision et il faut comprendre le culturel de l'autre. Le bonheur de ce Turc, d'après moi, mes expériences, pratiquement je suis présente dans ces différentes foires depuis 1900, je peux dire 14, je pense, 1913, 1914. Un point très important, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le cadre de ces foires, entre un exposant égyptien, un exposant, je peux dire, turc, un exposant palestinien, un exposant syrien, un exposant de la Croatie, un exposant de la Serbie, un exposant URSS, ils varient. Vraiment, leur comportement varie et cette notion de bonheur pour eux, ce que j'ai remarqué, c'est que le Turc, il fait tout pour signer. Il est plus dans le bonheur, plus heureux lorsqu'il signe. Par contre, je peux trouver le Serbe qui va prendre tout son temps, d'ailleurs j'ai eu le cas de personne, qui a pris le temps de m'envoyer, de me réenvoyer, de me relancer, etc. Et il était heureux de me rencontrer comme étant une personne qui est du nord de l'Afrique, du Maroc. Donc, il faut relativiser, c'est très important. La troisième idée qui ressort de ce livre, Regard sur le bonheur. Je fais exprès de répéter le titre du livre. Le bonheur est un peu comme une pépite que l'on cherche et que les gens imaginent souvent grosse comme une météorite. Le bonheur n'est pas l'extase le plus souvent. Est-ce que le bonheur est l'extase? Toute la question est là. Il y a des personnes qui voient le bonheur comme un moment donné. Je suis heureuse lorsque je suis avec mon manager que j'apprécie beaucoup. Je suis heureuse à ce moment-là. Pour un autre, il est malheureux avec ce manager. C'est le même manager. Je suis heureuse lorsque, là si on sort du cadre du travail, je suis heureuse lorsque je découvre une nouvelle destination touristique. Pour un autre, il va vous dire, je ne suis pas heureux lorsque je fais du tourisme. Moi, je suis heureux lorsque cet argent pour aller me balader va me permettre de faire des économies et de lancer par la suite une autre entreprise. Vraiment, c'est très relatif et ce n'est pas à ce moment-là. Donc, pour certains moments, pour certaines personnes, en ce moment, ils sont dans le bonheur. Pour d'autres, en ce moment,
ils ne sont pas du tout heureuses. C'est très variable. Il y a des moments où on est heureux. Sincèrement, moi, personnellement, je suis heureuse lorsque je lis la lecture avec la lecture. Je me balade, je vis avec l'auteur. J'ai d'autres personnes dans la famille, pour eux, la lecture ne veut rien, ou pour elles, la lecture ne veut rien dire. Moi, je suis heureuse, je peux rester en face de la mer pendant des heures et des heures, à côtoyer, à contempler la nature, la mer. Pour d'autres, la mer ne dit rien. Et ainsi de suite. Il y a des moments où on est heureux. L'idée ici, c'est quoi? L'idée, c'est de capitaliser sur ces moments. Chaque moment qui passe, je dois le vivre correctement. Moi, dans l'entreprise, je suis heureuse lorsque j'ai un partenaire qui est content de ma prestation. Qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, on le sent à travers lorsqu'il me relance. On le sent lorsque il me recommande à d'autres entreprises. On le sent lorsqu'il le dit devant les gens dans le cadre d'une réunion. Et c'est des choses qui sont très importantes, bien que j'intervienne de l'extérieur, mais elles sont très importantes pour ma motivation, elles sont très importantes pour me pousser à aller de l'avant, elles sont très importantes pour me pousser à se lancer dans de nouveaux projets, et ainsi de suite. D'accord? Donc, le bonheur, il est variable. La quatrième idée, le bonheur, c'est profiter le plus souvent de l'instant présent. C'est ce que je viens de dire. C'est de temps en temps méditer. La méditation qui me tient beaucoup à cœur. Regardez à quel point je suis touchée par le mot. Et je suis touchée, bien sûr, par l'acte. La méditation est très importante. C'est profiter d'un rayon de soleil. Quelque part, c'est se rapprocher d'un regard de plénitude envers la vie et se détacher du regard banal, tendu, voire crispant que la vie de tous les jours tend à nous infliger. Je pense que cette idée, je l'avais dit, mais je le répète. Je profite de cet instant présent. Il y a un moment de bonheur. Tout à l'heure, mon chat qui veut manger. Un des moments de bonheur que j'adore, c'est lorsque je donne à un chat à manger. Un animal, généralement j'adore les chats, ou à boire. Ce chat, il a l'habitude de venir, c'est le chat c'est-à-dire de l'immeuble, mais il vient à tout moment ici. Et je lui prépare à manger, je lui donne à manger. Et mon bonheur lorsque je le vois manger. Tout à l'heure, je lui avais donné du kasher. Il n'a pas voulu le kasher. Je n'étais pas bien, sincèrement, je n'étais pas bien. Je me suis dit, bon, il faut que je lui donne pratiquement, je dois lui cuisiner. Il ne mange même pas des choses qui ne sont pas cuites. Et donc, c'est que là, il y a un point très important, le moment présent. Il y a des moments présents, surtout avec Covid. On a été en quarantaine pendant des mois. Très pénible à vivre. C'était très pénible. Bon, alhamdoulilah, c'est qu'on a pu relativement dépasser ces moments de quarantaine. On a appris à les gérer. Et suite à Covid, je peux dire que, en ce qui me concerne, j'ai appris à vivre le moment, l'instant. Lorsqu'il y a un moment de bonheur à l'instant même, il faut que je le vive et il faut que je le vive correctement. Et il faut que j'en profite. Et il faut aussi que je fasse rayonner ce bonheur dans mon entourage.
il faut inviter aussi l'entourage à vivre ces moments de bonheur, même si c'est variable. Je n'arrête pas de le répéter. Et c'est se détacher de ce regard banal, tendu, etc. Et chasser ces idées parfois toxiques qui tuent. Donc, listez les choses. Et là, je vous invite à faire un carnet de stress et un carnet de bonheur. Je fais un carnet et je liste les choses qui me rendent heureuse, les choses qui me rendent malheureuse, les choses qui me stressent, les choses qui me déstressent. Je le fais aussi bien pour ma vie professionnelle. Et je peux ajouter une liste des personnes toxiques. Là, on le fait ça dans le cadre de l'animation du séminaire sur le management toxique et sur le management des personnes difficiles. Je fais la liste des personnes qui sont toxiques et qui me stressent. Pardon, excusez-moi. Peut-être le début d'un petit changement de climat. Donc, je fais la liste des personnes qui me stressent, la liste des personnes qui me rendent malheureuse. Et j'essaie de travailler sur ça. Là, c'est tout un séminaire, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Une fois que je les liste, je fais tout un travail. Bon, je peux faire une autre capsule par la suite sur le management toxique et sur le traitement des personnes difficiles. Comment on peut vivre avec des personnes difficiles, que ce soit au niveau du travail ou au niveau au sein de la famille ou au niveau de l'environnement aussi bien amical que de l'environnement autre, social, autre que managérial et familial. Un autre point important pour développer son bonheur, et c'est la 5e idée, et la dernière, pas dans le livre, mais la dernière en ce qui me concerne, parce que je la considère très importante. Et je ne souhaiterais pas la passer sous silence. Qu'est-ce qu'on dit ici? 5e, sans amour de soi et des autres, sans bonne santé physique ou mentale, sans travail, sans argent, ou sous l'emprise d'une dépendance. Et la dépendance peut être une dépendance de la cigarette, une dépendance de l'alcool, une dépendance parfois de quelqu'un. Je suis tellement dépendante de mon manager pour prendre une décision que je suis malheureuse. Lorsque mon manager il est absent, je ne peux pas prendre de décision. Et parfois, il y a des décisions qui sont urgentes et qui sont importantes, et qui risque de se répercuter sur la performance, la rentabilité de l'entreprise, et qui risque de me pénaliser par rapport à mon relation avec le N+2. Et c'est là où on parle avec les managers, on leur dit, écoutez, apprenez à vos N-1, ou vos N, s'il est dans le niveau N+1, vos N, déléguez auprès de ces gens-là, apprenez à ces gens-là la prise de décision, l'indépendance. Lorsqu'on est très dépendant, on le remarque même dans les mariages, lorsque une femme est très dépendante d'un homme et que cet homme-là décède et que il n'a rien laissé et qu'elle a des enfants à nourrir, comment elle va faire cette femme-là? Donc, il y a aussi, sous l'emprise d'une dépendance quelconque, ce n'est pas toujours facile d'être vraiment heureux ou heureuse. J'ai des gens actuellement qui ont des cas de coaching life, de personnes avec 2 enfants en moyenne, rien que ce matin, avec 2 enfants en moyenne, et qu'elles sont malheureuses. Pourquoi? Parce qu'elles sont dépendantes du mari, et il y a des conflits, mais elles n'arrivent pas à se séparer de ce mari, parce qu'elles ne peuvent pas travailler, parce que. Au sein de l'entreprise, j'ai eu le cas d'une personne qui
quitter l'entreprise. Mais elle n'arrive pas, pourquoi? Parce qu'elle avait pris un crédit, parce qu'elle a une certaine stabilité, parce qu'elle a un manager qui est excellent, mais l'entreprise, elle ne suit pas. Regardez, elle est dépendante d'une certaine situation donnée, elle est dépendante de son manager, elle a peur de ne pas trouver la même qualité, les mêmes qualités humaines chez un nouveau manager, et ainsi de suite. Elle a aussi cette dépendance pratiquement financière, la contrainte d'avoir pris un crédit logement. Donc, je le répète, ajoutez à cela, sans amour de soi, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous appréciez? Est-ce que vous vous connaissez? Je le répète toujours. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce que vous connaissez vous-même? Toute la question ici de la connaissance de soi qui affecte l'estime de soi, l'amour de soi. Parce que lorsque je m'aime, apprenez à vous aimer. Si vous vous aimez, vous allez forcément aimer l'autre. Si vous vous aimez, vous allez être heureux. Et vous allez aussi être heureux à travers le bonheur des autres. Comme quoi, c'est pas toujours facile d'être heureux. On peut trouver un directeur qui touche 70 000, 50 000 dirhams. Tous les avantages du monde. Voiture de service, logé dans une villa, pas loué. Il est logé dans une villa, voiture de service, des activités. Il a à sa disposition un chauffeur, mais en même temps, il est malheureux. On peut trouver quelqu'un qui a une petite voiture, un salaire qui lui permet de vivre jusqu'à la fin du mois, une famille, 2 enfants, une femme adorable, et il est plus heureux que ce directeur-là. C'est vraiment variable, c'est vraiment... il n'y a pas de règle, ce que j'avais dit au début. Il n'y a pas de règle. Il y a certaines règles dans l'entreprise. Pour créer pratiquement un certain bonheur au sein de l'entreprise, il y a toute cette relation entre le manager, il y a toute la problématique de la motivation, il y a toute la problématique de la reconnaissance, de la gratitude, etc. Mais en même temps, et pour clore, pour finir, je n'arrête pas de le dire, le bonheur vient de vous. Le bonheur vient de l'intérieur. Est-ce que moi, je veux être heureux ou heureuse, ou je ne veux pas? Est-ce que je me remets en cause pour pouvoir à tout moment me corriger et pour pouvoir me mettre sur les rails du bonheur? Sur cette note positive, sur cette règle, je le répète, le bonheur vient de l'intérieur. Je vous dis à la prochaine capsule, la brève de Bouchra Moftized by Com and Coach, et la prochaine capsule sera orientée vers, devinez,